Si on peut appeler ça des hautes sphères. Ouais. Suspense, suspense. Alors, de quoi tu parles? Non, mais Du maquilleur. de Suisse, là, on s'en fout. Ah, Aucun les intérêt. maquilleurs Oui. Un peu. Aucun intérêt. ont craqué. Mais oui. Sarah, ouais, c'est bon. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Politique. Merci à vous de nous être fidèles sur i24 News. Avec nous ce soir en plateau, Myriam Schermer, bonsoir. Maurice Ifergan, bonsoir à vous. Dror Even Sapir, ravi de vous retrouver. Politique, c'est parti. David Ben Gourion, vous connaissez ? L'un des fondateurs, sinon le fondateur de l'État d'Israël, disait une phrase intéressante que je vous laisse apprécier. Un juif qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. C'est ce dont on commence à parler ce soir avec Maurice Ifergan. Mais avant de parler de ça, une remarque. Elle émane de David Zini, celui qui vient de quitter ses fonctions dans l'armée israélienne après 32 ans de loyaux services, pourrait reprendre du service avec un potentiel, la potentielle direction du service de sécurité intérieure. Il a pourtant été accusé avant la guerre par Benyamin Netanyahou, notamment d'être trop messianique. Mais qu'est-ce que ça veut dire être messianique? Réponse du berger à la bergère, on en reparle juste après. Récemment, le terme messianique est entré dans le discours. Mes amis, nous sommes tous messianiques. Messianiques comme David Ben Gourion, messianiques comme les pères fondateurs de la nation qui voient la grande vision de notre nation comme une nouvelle pour le monde entier. Dites-moi ce qu'est le messianisme et je vous dirai si je suis messianique. Quoi qu'il en soit, messianique n'est pas un terme péjoratif. Messianisme donc, dixit David Zini. Mais Momo, ça veut dire quoi le messianisme pour vous? En tout cas, moi, je vais répondre à ce cher général et je vais lui dire ce que j'entends par messianique. Quand je dis messianique, je ne parle pas d'une attitude religieuse, pas non plus de la foi en la venue du Messie. Le messianique, c'est celui qui porte un projet ou une idée qui ne peut se réaliser que par un miracle ou une intervention surnaturelle. Le messianique se place donc hors de la réalité ou au-delà de l'histoire. Et comme le disait un bon juif de mes amis, la réponse d'un messianique à toute question concrète se situe entre « tout ira bien » Collier Besséder dans sa version laïque et « Bezrat Hashem, Dieu nous aidera » dans sa version religieuse. Alors je peux vous donner des exemples. Dans sa version laïque,
Est messianique celui qui veut éradiquer le Hamas sans faire la guerre, celui qui veut la paix sans sécurité et la démocratie sans justice sociale. Dans sa version religieuse, est messianique celui qui veut la paix sans concession, celui qui envoie les hommes au combat en exemptant une partie de la population, celui qui attend tout de l'État sans contribuer à la richesse nationale. Ceux-là pourront toujours dire que la catastrophe n'est pas de leur faute, mais de celle du Messie qui n'est pas venu. Ah ah. Messianisme donc. Myriam, c'est vrai et c'est intéressant que Maurice ait décidé de lever le débat sur cette question. C'est vrai que ces derniers temps, en particulier depuis le début de la guerre, ce mot de messianique, il est utilisé à tort et à travers, bien plus souvent comme une injonction et comme une insulte presque. Oui, alors deux remarques. La première, c'est que ça souligne bien l'écart entre Benjamin Netanyahou, la droite de Benjamin Netanyahou, et justement l'aile religieuse de la droite religieuse. Benjamin Netanyahou, c'est l'inverse d'un messianique. C'est un grand pessimiste qui croit toujours au scénario catastrophe et pas au fait que Dieu nous aidera, plutôt au fait que le pire adviendra. Et ça, c'est le mépris qu'il a pour la foi idéologique, l'espérance religieuse de ses partenaires de coalition, c'est pas nouveau et ça fait partie effectivement des tensions qui travaillent la droite israélienne de manière générale. Ensuite, au-delà de ça, je pense que la raison pour laquelle on en parle davantage depuis le début de la guerre, c'est que pendant très longtemps, il y avait un effort en Israël qui se voulait un pays occidental avant tout pour comprendre et analyser le conflit israélo-palestinien comme un conflit territorial, comme un conflit qu'on pouvait régler, un conflit immobilier, si vous voulez, de territoire et de concessions territoriales. Or, il y a une partie de la droite israélienne notamment qui considère depuis toujours qu'il s'agit d'abord d'un conflit religieux, d'un conflit qui est nourri par une idéologie religieuse. Et moi, je pense que c'est vrai. Vous savez, même les Palestiniens, quand ils se moquent de nous, ils nous disent vous autres Israéliens laïcs, vous ne croyez pas en Dieu, mais Dieu vous a donné la terre d'Israël. Et c'est pas totalement faux. Vous demandez à n'importe quel sioniste israélien, à un moment donné, il va vous parler de judaïsme et d'histoire religieuse. Donc, vous voyez, en fait, il y a le grand refoulé de l'Occident, le religieux qui est retourné dans le conflit. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais si vous voulez, avec la dimension fondamentaliste religieuse du Hamas, c'est plus que jamais sur la table et je pense que ça travaille la société israélienne d'autant plus cet aspect-là. On ne peut plus simplement parler d'un conflit territorial, réglable, etc., mais de deux visions religieuses pour la région. Dror, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Myriam sur cette capacité à définir le sionisme sans toucher au biais messianique, avec les définitions qu'on vient d'aborder du messianisme religieux, du moins. Ouais. Alors, en partie, lorsque des archéologues trouvent des traces de la présence hébraïque ici, dans le sol de cette terre, on peut tout à fait considérer que ça correspond à une réalité historique et pas forcément à une réalité qui serait celle d'une religion révélée. Donc ça, c'est un point important tout de même. Et ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé dans ce qu'ont dit Maurice et Myriam, c'est que les arguments de la droite religieuse israélienne, pas de la droite laïque. La droite laïque, elle est en net recul. Dans l'arsenal idéologique de la droite israélienne aujourd'hui, la religion prend une place de plus en plus importante. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs le groupe parlementaire Likoud, les députés issus du monde sioniste religieux dans le groupe parlementaire Likoud sont beaucoup plus importants proportionnellement qu'auparavant. Et le discours de la droite israélienne, qui était avant tout un discours sécuritaire. Nous ne pouvons pas faire de concessions territoriales pour des raisons de sécurité. Eh bien, on constate que ce discours est utilisé de plus en plus par des gens dont, si on les interroge sur leur véritable motivation, si on leur dit, écoutez, si en face de nous, on avait des Suédois ou des Suisses et pas des Palestiniens, est-ce que vous serez prêts à des concessions territoriales, sachant qu'elles n'auraient pas de conséquences sécuritaires? Non. Ils disent non, très clairement, parce que leur vision était une vision, effectivement, qu'on peut qualifier de religieuse ou de théologico-politique, de messianiste, dans le sens où la véritable motivation pour eux de la présence sur les territoires de Judée et de Samarie, elle est biblique et donc quelque part messianique. Il faut accélérer l'arrivée des temps messianiques beaucoup plus que sécuritaire et pragmatique. Maurice ? Non, moi je crois que j'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là à faire de ce mot messianique une insulte. On traite tout le monde « Ah, Méchiri, Méchiri, Méchiri ». Moi, je pense qu'il y a des gens pragmatiques qui cherchent toujours des solutions, maintenant, aujourd'hui,
dans les circonstances actuelles, et des gens qui veulent nier la réalité, qui veulent nier l'histoire et qui attendent quelque chose de total. Et c'est dans les deux camps. Oui, je veux dire, il y a des laïcs comme ça, il y a des religieux comme ça aussi. Moi, je me demande au final si c'est pas tout ça juste une question de vocable, de vocabulaire, de façon d'appréhender les choses. Parce que quand on parle, vous l'avez mentionné à l'instant, d'archéologie, etc., de présence ancestrale sur une terre, finalement, tout se rejoint. Ça n'a rien à voir avec le Il ne s'agit pas messianisme. seulement de ça. Il s'agit par exemple, quand quelqu'un vous dit « je veux retourner vivre à Gaza », peu importe le coût sécuritaire pour moi ou pour mes enfants, mettons par exemple, je ne parle même pas des coûts diplomatiques, je parle de moi et mes enfants, je nous mets sciemment en danger pour une vision. Il s'agit d'un messianisme dans le sens en disant je prends un risque non calculé, d'accord, non rationnel, Dieu nous aidera, exactement. C'est du messianisme. Et ça, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, il déteste. Oui, alors, son père avait l'habitude de dire sioniste religieux, grand cœur, petite cervelle. Alors comment on peut traiter de Benjamin Netanyahou, il messianique déteste ça. un général qui a servi pendant 32 ans à l'armée, qui s'est plié à toutes les directives de l'armée, à la hiérarchie, qui a appliqué ce qu'on lui demandait, qui n'est pas messianique, il est messianique, il le dit lui-même, parce que ses grands-parents ont toujours rêvé de Jérusalem et de Sion. Il est possible que dans le cas de Zini, étant donné le contexte familial dans lequel il a évolué, ça va plus loin que ça. Mais on peut peut-être conclure avec cette réponse que donnait le grand philosophe israélien Yeshayahu Leibovitch lorsqu'on lui demandait s'il croyait en la venue du Messie. Il disait oui, je crois que le Messie arrivera. Mais ça, cette phrase, elle est toujours à répéter. Il arrivera. Il n'arrive pas. Il arrivera, peut-être, mais il n'arrive pas, jamais. Et voilà, tout dépend de la définition qu'on lui donne. Allez, on continue dans la droite ligne de ce qu'a dit Maurice. On va parler de la loi sur l'enrôlement et de l'opposition. C'est avec Myriam. Et oui, parce que selon vous, Myriam, l'opposition et la coalition devraient parler d'un même cœur, voter d'une même main, pour ce qui est en tout cas de la loi sur l'enrôlement. Oui, Nathalie, vous savez que mercredi, l'opposition va présenter une loi pour dissoudre la Knesset et les partis ultra-orthodoxes, sauf si Benjamin Netanyahou arrive à sauver la mise une fois encore comme par magie, devraient soutenir cette loi. Donc, elle pourra tout à fait déjà être votée en lecture préliminaire dès ce mercredi. Alors, Netanyahou cherche à ménager la chèvre et le chou, mais moi, je trouve qu'on ne parle pas assez, et tout le monde parle déjà d'élections, etc., et des dates, et ce sera en octobre, ou en novembre, ou en décembre, ou en mars. Mais moi, je trouve qu'on ne parle pas simplement de quelque chose de beaucoup plus concret. La loi sur l'enrôlement des orthodoxes, elle fait et défait des gouvernements depuis près de 20 ans maintenant en Israël. Maintenant, il s'est passé un petit quelque chose, c'est le 7 octobre, d'accord ? Et on ne parle pas simplement du fait que l'opposition, celle qui n'a pas hésité à rentrer dans le gouvernement d'union l'année dernière, celle qui est plus sioniste que sioniste, celle qui dit qu'elle va défendre le gouvernement quand il s'agira d'intérêts de l'État et de sécurité de l'État, pourrait tout simplement se joindre au Likoud pour la voter, cette loi. Et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de soudoyer les partis ultra-orthodoxes avec moult budget et moult promesses. Il n'y a plus besoin d'aller en élection. Je vais vous dire, de toute façon, on est en année d'élection. On est en fin de mandat, que ce soit en décembre, en mars ou en janvier, ça y est, c'est terminé. Ce gouvernement, il va tomber. Là, tout ce qu'on va obtenir, si jamais l'opposition s'entête à faire la chose populiste, la chose politicienne, à dire on est l'opposition, il faut qu'on renverse le gouvernement parce qu'on est en Israël et c'est comme ça. Non, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Le gouvernement, effectivement, il va peut-être être renversé. On va avoir 6 mois de gouvernement d'intérim. Pendant ce temps-là, on aura exactement la même politique que le gouvernement même en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer de grands changements sur le terrain, et on n'aura pas un seul orthodoxe qui s'enrôlera, et dans 6 mois, les mêmes réservistes seront toujours les mêmes au front. Pour une fois, ne faites pas la chose populiste, faites la chose sioniste et intelligente, votez avec le Likoud sur la loi de l'enrôlement. Alors moi j'adore avec Myriam parce que ça a toujours l'air super simple. Est-ce que ça l'est autant que ce que Myriam vient de le dire, Dror ? Est-ce que si l'opposition et la coalition décident mercredi d'y aller main dans la main, on peut avancer vers une évolution qui serait quand même un tremblement de terre dans... Voilà. Bien évidemment, non. Ah bon, pourquoi ? J'ai eu peur. Non, parce que tout simplement, la loi qu'aimerait, que le Likoud aimerait faire voter, et je dis le Likoud est celui qui le dirige, Binyamin Netanyahou, pas celui qui est à la tête de la commission parlementaire des affaires étrangères, de la défense et d'El-Shtaï. La loi que le Likoud veut faire passer, c'est une loi qui est censée satisfaire les exigences des ultra-orthodoxes, parce que le Likoud considère que les ultra-orthodoxes, il ne faut pas les froisser, et que même si on va vers des élections, on devra compter sur eux pour de nouvelles alliances. Il n'y a pas que le Likoud qui a jamais voulu froisser les ultra-orthodoxes. Oui, mais comme l'a dit Myriam, on est dans une autre dimension. Je veux
veux dire, il n'y a qu'à écouter les enregistrements de la conversation entre Benjamin Netanyahou et l'un des leaders du monde Haredi lituanien, à savoir le rabbin Hirsch. Donc ça va très loin, puisque Netanyahou a dit, oui, en gros, on s'est débarrassé de Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense, et également de l'ancien chef d'état-major, Herzl Halevi, parce qu'ils étaient des obstacles à l'adoption d'une loi. Et encore une fois, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Il y a une loi. La loi, actuellement, elle stipule que chaque Israélien âgé de 18 ans doit effectuer un service national civil et militaire. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi qui pourrait peut-être arrondir les angles. C'est ce que la classe politique, la coalition est en train d'essayer d'élaborer. On peut aussi considérer qu'on doit tout simplement appliquer la loi telle qu'elle est maintenant. Parce que la loi... cette même loi qui n'a jamais été appliquée, jamais. Alors par personne. Effectivement, pourquoi le Likoud n'accepte pas et la coalition qu'on applique la loi telle qu'elle est, et que ça implique que chaque Israélien qui ne sert pas sous les drapeaux... en train de promettre monts et merveilles aux Haredim en leur disant venez de notre côté et on vous fera passer l'exemption. Mes sources à la Knesset disent tous ça, que les Haredim pensent qu'ils ont quelque chose à obtenir avec l'opposition. Non, ça c'est faux, parce que dans l'état actuel de l'opinion publique israélienne, aucune des composantes de la vie politique ne va aller vers des concessions envers les orthodoxes, excepté ceux qui sont au pouvoir actuellement, s'ils considèrent que ça peut leur permettre de rester au pouvoir un petit peu plus. Si c'est le cas, que la majorité sioniste vote ensemble pour appliquer des sanctions telles que le veut Yuli Edelstein, et on a la majorité parlementaire nécessaire pour leur faire passer cette loi. On ne veut pas de cette loi. Mais c'est pas vrai, mais non. C'est pas vrai. Tu as écouté ce qu'a dit Benjamin Netanyahou? Mais Yuli Edelstein défend un projet de loi. Actuellement, Netanyahou et Edelstein et les ultra-orthodoxes sont en train d'élaborer un projet de compromis, entre guillemets. On va tenter d'écouter Maurice sur cette question, parce que vous parlez en même temps, on ne vous entend pas, Maurice. Moi, je vois les choses exactement dans le sens inverse, ou de l'autre côté, disons. Je ne vois pas le problème de l'opposition. L'opposition, elle fait son travail sur cette question-là. Ce qui m'étonne, c'est que la droite nationaliste, les sionistes religieux, certains membres du Likoud, on ne les entend pas militer pour une loi de service militaire pour tous, pour une conscription pour tous. On ne les entend pas. On n'entend pas dans la majorité des voix qui disent c'est pas normal cette exemption massive des ultra-orthodoxes. C'est pas vrai ce que tu dis, Danny Louz. Oui, combien il y a de députés? Alors c'est pas vrai. Mais c'est pas la majorité du Likoud, parce que le président du Likoud, Benjamin Netanyahou, ne veut pas. Parce que sont les sionistes religieux. Où est le parti de Smotrich? Où est Ben Gvir? Ils le disent. C'est pas vrai. Il y a plusieurs députés de la coalition qui ont dit qu'ils ne feraient pas passer un texte de loi votant une exemption massive. Ce qu'il faut maintenant, c'est une majorité parlementaire. La majorité parlementaire, elle existe. Il y a une majorité sioniste à la Knesset qui souhaite ce texte de loi. Tout ce qu'il faut, c'est laisser tomber les vieilles rancœurs. On n'en veut pas. Elle pose une question. Encore une fois, le parti au pouvoir est en train de travailler pour qu'il y ait un compromis avec les orthodoxes. Dror, on n'arrête pas de s'interroger sur le Likoud. Myriam pose une question qui, à mon sens, est fondamentale. Est-ce qu'on peut dépasser la politique politicienne du côté de l'opposition pour faire avancer le destin qu'on souhaite tous voir dans ce pays? Combien il faut pour lancer un tango? Mais il y a des députés du Likoud qui ont été très clairs sur leur... Députés, mais très bien, mais il y a une majorité pour faire passer cette loi à la Knesset. Il suffit simplement de dépasser les habituels... Netanyahou n'en veut pas. Pour la millième fois, je veux dire, il le prouve tous les jours. Bon, on a compris qu'on sera toujours à se poser la question de l'œuf ou de la poule. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous écrire l'œuf ou la poule, sachant on vous expliquera qui est l'œuf et puis qui est la poule. Allez, on va plutôt reparler de ce qui s'est passé jeudi dernier. Manifestation à Jérusalem, c'est Dror qui s'y colle. Manifestation chargée de contradictions, Dror. Oui, et spoiler alert, comme on dit, c'est tout à fait lié à ce dont on vient de parler. Alors, c'est très bien de manifester d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, lorsque les citoyens d'un pays descendent dans les rues, c'est, je crois, un signe de vitalité démocratique. Cela dit, il était tout de même troublant, pour le moins, d'entendre le ministre de la Justice, Yariv Levin, haranguer la foule en promettant d'aller au bout de sa réforme judiciaire, comme si rien ne s'était passé depuis qu'il l'avait présentée publiquement, cette réforme, en janvier 2023, comme si ce projet de réforme n'avait pas divisé la société israélienne comme jamais auparavant, comme si les pires ennemis d'Israël n'en avaient pas tiré profit de la manière la plus cruelle qui soit,
comme si le pays n'était pas toujours en guerre. À propos, officiellement, c'est désormais la guerre la plus longue jamais menée dans l'histoire du pays. Mais ce qui importe pour Yariv Levin et les autres représentants de la coalition présents à cette manifestation, c'est pour la énième fois renoncer à assumer leurs propres responsabilités et pointer un doigt accusateur, c'est très commode, vers la conseillère juridique du gouvernement et la Cour suprême. D'ailleurs, un ou plusieurs manifestants en ont conclu qu'ils pouvaient désormais s'en prendre physiquement à la Cour suprême, puisque l'un des vitraux de la Cour a été brisé, selon la police, par un tir de pistolet à air comprimé ou par une fronde. Au-delà de ces aspects préoccupants pour le moins, ce rassemblement et ses mots d'ordre étaient remplis de contradictions, dont manifestement les organisateurs et les participants n'avaient pas conscience. Je le rappelle, le thème le plus présent dans le débat public en Israël, outre bien sûr la poursuite de la guerre et le sort des otages, c'est la nécessité de l'enrôlement des orthodoxes dans les rangs de l'armée, la fin de cette injustice plus criante encore ces derniers mois qui oblige des jeunes Israéliens laïcs ou religieux nationaux, de sacrifier leur jeunesse, de risquer leur intégrité physique, psychique, voire leur vie, alors que leurs compatriotes orthodoxes sont exemptés. Injustice contre laquelle se dresse la gauche, le centre et une bonne partie de la droite, y compris, j'en suis certain, de nombreuses personnes présentes à la manifestation de la semaine dernière devant la Cour suprême. Et quelles sont les institutions qui empêchent les coalitions au pouvoir de rendre légale cette injustice? La conseillère juridique du gouvernement, précisément, et la Cour suprême, précisément. Cherchez l'erreur. Merci Dror. Myriam, réaction. Oui, bon, ok, il y a plein de trucs. Alors, d'une part, la campagne de l'État profond, bon, voilà, très bien. Moi non plus, ça ne me parle pas tant que ça. Benjamin Netanyahou, ça lui fait plaisir de faire ça parce que Donald Trump, il a gagné avec une campagne à l'État profond. En Europe aussi, ça marche très bien maintenant, l'État profond. Donc maintenant, le Likoud s'est dit, allez, on continue sur ces histoires de ça. L'argument de l'État profond est très superficiel. C'est une campagne, ça parle à plein de gens. Moi, ça C'était bon. Non, mais relevez la blague de Dror quand même, Myriam. L'État profond superficiel. Allez, on y va. Que cette campagne sur l'État profond est très superficielle. Non, il y a des gens qui... pas relevé. Non, je vais pas rigoler. Il y a des gens que ça convainc, moi ça me convainc pas. Après, au-delà de ça, je trouve que tu te contredis énormément par rapport à ce qu'on vient de dire sur mon texte à moi. C'est-à-dire que moi, je te dis, il y a tous les outils pour faire ce qu'il faut faire au sein du Parlement. Et il y a des gens qui sont sortis pour manifester en disant notamment qu'ils veulent la fin de l'exemption militaire des ultra-orthodoxes. Alors, tu vois bien que le bloc de droite est pour la fin de l'exemption. Et ensuite, dire que la Cour suprême et la conseillère juridique du gouvernement, ça fait quand même 25 ans qu'on essaye de trouver une solution sur ce genre de truc. Donc c'est eux qui vont nous faire voter la loi. C'est eux qui défendent aujourd'hui l'armée. Ben non. Sans les contre-pouvoirs, la coalition, et d'ailleurs c'était l'une des promesses qui avait été faite par le Likoud au parti orthodoxe. Nous allons faire voter une loi, la loi de contournement qui permettra, en cas de litige entre la Cour suprême et la Knesset, à la Knesset, donc au gouvernement, d'avoir le dernier mot. Précisément pour légaliser cette injustice terrible qui consiste à exempter des centaines de milliers de jeunes Israéliens. Tous les gens qui sont aujourd'hui à la Knesset te disent qu'en ce moment même, l'opposition, c'est-à-dire Yair Lapid et Benny Gantz, sont en train de promettre monts et merveilles aux ultra-orthodoxes pour renverser le gouvernement. Pourquoi pas? Ça a déjà été fait mais pourquoi pas? Qui avait proposé S'ils leur promettent monts et merveilles, ils n'auront plus aucune place dans l'électorat israélien qui ne le leur pardonnera pas. Et ils le savent pertinemment. Mais Dror Benny Gantz avait déjà proposé une feuille blanche aux orthodoxes en disant avant le 7 octobre 2023. Argument léger, Maurice. Non, un argument léger, le 7 octobre 2023, non, c'est pas léger. Pour autant, ils font partie intégrante de la société israélienne. J'ai rencontré pas mal de gens qui sont allés à cette manifestation. Pas parce qu'ils en ont après le deep state ou pas parce qu'ils considèrent qu'on leur a volé la démocratie. On dit État profond. État profond, excusez-moi. superficiel. Mais parce qu'il y a une personnalisation du débat politique. Ils en avaient contre deux personnes, Yitzhak Amit et Gali Bahram Miara. Et si on s'intéresse à la conseillère juridique du gouvernement, moi, il y a des choses qui me choquent quand même. Il y a des choses qui me choquent. Quand on sait que Gali Bahram Miara vient d'envoyer une directive à tous les ministères, tous les directeurs de ministères pour leur dire de reprendre les abonnements au quotidien Haaretz. Quand on sait que ce même quotidien Haaretz est un des fervents supporters, admirateurs de Gali Miara. Quand on sait que Haaretz a été, arrêté sa diffusion dans les ministères parce que le directeur du quotidien a traité les terroristes du Hamas de combattants de
la liberté, on se pose des questions sur son implication politique. Il y a là un conflit d'intérêts énorme. Un quotidien soutient son action et d'un autre côté, elle demande qu'on reprenne les abonnements pour que le public, pour que les contribuables, finalement, paye ce quotidien qui ne fait que de salir l'État d'Israël. Donc je trouve ça abominable et je comprends la colère de certains qui vont dans la rue pour protester contre Gali Baharav Miara. Dror. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire. Tu devrais te renseigner alors. Non, je suis d'accord, je vais me renseigner. Si elle est exacte, cette histoire... Elle est plus qu'exacte. Ça fait déjà 2 fois qu'elle envoie la même lettre à tous les directeurs de ministère. D'accord. Moi, je participe pas. Il y a beaucoup de choses dans le Haaretz qui me révulsent totalement, notamment les propos, et pas du directeur, mais de l'éditeur. Le propriétaire, c'est pas la même chose, c'est pas le rédacteur en chef. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas pareil. Oui, c'est pas quelqu'un qui écrit dans les pages du journal, contrairement au rédacteur en chef, qui s'appelle Alouf Ben. L'éditeur s'appelle Shoken, Amos Shoken. C'est pas du tout la même personne. Ok. Maintenant, dans le Haaretz, il y a aussi des choses excellentes. Il y a le meilleur commentateur militaire du pays, Amos Harel. Il y a l'un des meilleurs commentateurs politiques aussi, Werther. Donc, tout n'est pas à mettre dans la même poubelle. Donc, ça veut dire que le contribuable doit payer le quotidien qui crache sur l'État d'Israël à longueur de journée. Non, parce qu'il ne crache pas sur l'État d'Israël à longueur de journée. Ça, c'est démagogique. C'est faux, c'est pas vrai. Il critique la politique du gouvernement parce que c'est un journal d'opposition. Et dans une démocratie, la presse libre et la presse d'opposition, ça a un rôle crucial. Justement, l'État ne doit pas financer la presse. Qu'est-ce que ça veut dire L'État ne doit pas financer la presse. L'État doit maintenir la démocratie israélienne, donc doit effectivement non, mais pas entièrement, mais subvenir effectivement au maintien d'une presse pluraliste, que ce soit Israël Hayom, Makor Rishon à droite ou Haaretz à gauche. On est passé à un autre sujet. Myriam, une dernière réaction sur cet item qu'a développé Dror. Ouais, bon, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que honnêtement, c'est pas intéressant dans le sens où, si justement il y a quelque chose qui nous a fait perdre de vue la sécurité d'Israël en la première partie de 2023, c'est ce genre de débat. Oui, il y a énormément de hauts fonctionnaires israéliens qui dépassent les bornes. C'est une évidence. L'administration, de manière générale, aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose dans toutes les démocraties. Quel est le pouvoir des élus face au pouvoir de l'administration? Et en Israël, vous faites administration plus chutzpah israélienne et ça fait une formule absolument terrible avec énormément de hauts fonctionnaires qui se croient chargés, à eux tout seuls, de définir la politique du gouvernement et ça crée plein de problèmes. Mais maintenant, qu'on n'aille pas me dire que ce soit ça le vrai problème de Benjamin Netanyahou, les fameux enregistrements que tu mentionnais tout à l'heure de Benjamin Netanyahou et du rabbin Hirsch montrent très bien que Bibi est passé maître dans l'art de ménager la chèvre et le chou et d'être un excellent politicien et d'aplanir les obstacles qu'il a pour gérer sa coalition. Il est tout à fait capable de gérer les obstacles que lui fournit la conseillère juridique du gouvernement ou tout autre haut fonctionnaire en Israël. Je trouve que c'est un faux sujet. Je trouve que la droite s'est égarée à ne parler que de ça ces dernières années, dans le sens où, bien sûr, qu'en temps de paix, il y a des réformes institutionnelles à faire en Israël. Mais là, on n'est pas en temps de paix, on est en temps de guerre. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes et je pense que le Likoud et Benjamin Netanyahou a très envie que le public de droite ne parle que de ça parce que c'est sa campagne confortable, c'est là où il est à l'aise, ça lui permet d'éviter de parler des échecs sécuritaires, ça lui permet d'éviter de parler de l'exemption militaire et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas faire ce jeu-là et que opposition et coalition, encore une fois, sionistes, je le répète, qui sont d'accord sur 80% des sujets, doivent travailler ensemble et passer autour de ce genre de rhétorique qui n'intéresse pas grand monde, il faut bien le dire. Moi, je la trouve sympa, la proposition de Myriam. Je la trouve fraîche. Non, mais sérieusement. Sa proposition tout à l'heure, quand elle proposait de se tendre la main et d'aller de concert et d'arrêter les politiques politiciennes, on est d'accord. D'arrêter. Oui. Mais bien évidemment. Alors on peut la faire passer cette loi et on peut faire une histoire. Non, parce que le Premier ministre et les Likoud n'en veulent pas, c'est tout. Mais et alors, s'il y a une majorité parlecentaire, on lui fait passer cette loi. Mais imagine les députés Likoud voter contre Mais les députés Likoud sont déjà plusieurs à avoir affirmé qu'ils en étaient capables. C'est terminé, merci beaucoup Myriam, Maurice et Dror. Merci à vous de nous avoir suivis, c'est la fin de Politique. On se retrouve mardi prochain avec de nouveaux débats. Belle soirée, à tout de suite.